Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 21 novembre. Ce soir, adapter un poste de travail quand survient le handicap. C'est possible. Une agence publique de maintien dans l'emploi s'en est d'ailleurs fait sa spécialité. Elle est intervenue plus de 200 fois cette année en Vendée, dont ici à Landevieille, dans une PME qui fabrique du mobilier haut de gamme. Les travaux avancent sur la ligne Nantes-Saint-Gilles. 3 mois déjà que la circulation des trains est complètement suspendue. Un tiers du ballast et des voies ont pour l'instant été rénovés. Et puis découverte aussi ce soir du raku nu, une technique d'émaillage d'origine coréenne qui sert avant tout à la fabrication des bols pour la cérémonie du thé. Une artiste de Roche-Servière en a fait son métier. On le dit depuis le début de la semaine, travail et handicap ne font pas vraiment bon ménage. Le taux de chômage des personnes handicapées augmente 2 fois plus vite que celui de l'ensemble de la population en âge de travailler. Et quand l'accident arrive en milieu de carrière, eh bien c'est encore plus compliqué. Le SAMET, le service de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, se charge donc d'aider les entreprises qui doivent faire face à ce genre de situation. Elle est notamment intervenue dans cette entreprise du rétro-littoral. Pierre Dalicieux. On produit en règle générale de la petite table gigogne, de la console d'entrée, de la sellette. Cette entreprise ne produit pas uniquement du petit mobilier contemporain, des pièces beaucoup plus importantes y sont également fabriquées, du mobilier en bois et béton ciré que ses salariés transportent plusieurs fois par jour. On n'est pas trop de trois à manipuler ça en fait. Oui. Philippe, lui, ne peut plus porter de pièces aussi lourdes depuis qu'il a un handicap qui le prive de l'usage d'un de ses membres. Son patron a donc décidé d'investir dans cette machine qui lui a permis tout simplement de garder son travail. Dans l'activité qu'on fait, c'est sûr que sans ça, peut-être que je serais pas là. Voilà, c'est tout. Si Philippe utilise cette machine en priorité, elle ne lui est cependant pas dédiée. Les 2 autres salariés de cette petite entreprise peuvent également soulager leurs efforts, souvent importants. C'est pas réservé que pour Philippe. Nous, on peut s'en servir pour ce qui nous arrive, pour le dos, les épaules, pour ça, quoi. Ouais. L'entreprise a dû néanmoins investir pour acheter cet outil de travail indispensable à Philippe et bien utile pour tout le monde. Mais peu importe, ce patron est sûr d'avoir fait un bon investissement. On n'était pas obligé, mais je pense que la charge, je crois que l'investissement doit être aux alentours de 8 900 € ou 9 000 €, mais réparti sur 5 ans, ça fait une petite charge qui fait qu'on est gagnant au bout de très peu de temps. Plus l'effort est allégé, plus la productivité est au rendez-vous, je pense. Un poste de travail adapté qui ici a permis de sauver un emploi et par la même occasion soulage le travail des autres salariés. Une opération réussie pour ce patron qui réfléchit même à investir dans une autre machine comme celle-ci. Un rappel pratique maintenant. Vous avez jusqu'à demain soir minuit pour vous acquitter de votre taxe d'habitation via Internet. La version papier, ça c'est déjà terminé. Les contribuables qui ont opté pour le prélèvement à l'échéance ont jusqu'au 15 décembre. 196 tonnes, c'est le bilan de la collecte de la Banque alimentaire l'an dernier. La prochaine a lieu à la fin du mois et vous vous en doutez, avec l'augmentation de la précarité, il faudrait être encore plus généreux. Comme d'habitude, les chariots seront postés à la sortie des caisses des grandes surfaces. Riz, pâtes ou encore sucre sont les bienvenus. On demande toujours les mêmes choses, des produits secs, des conserves de légumes, des conserves de fruits, du chocolat, du café, de l'huile, tout ce qui permet aux gens de mieux se nourrir au cours de l'année en cours. La Banque alimentaire qui cherche aussi des bénévoles justement pour ces journées de collecte. Information et inscription auprès de l'antenne vendéenne installée à La Roche-sur-Yon. 3 mois déjà que les voyageurs de la ligne SNCF Nantes-Saint-Gilles font le trajet en car à un rythme contraignant, mais pour la bonne cause. Leur ligne ferroviaire, vieille de plus de 100 ans, est en plein chantier. Des travaux conséquents d'ailleurs, puisque la situation ne reviendra pas à la normale avant la fin de l'année scolaire. Le point sur l'avancée du chantier avec Delphine Ledu et Marine Fumolo. Sur les 50 km de rails et de traverses qui séparent Sainte-Pazanne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en 3 mois, un tiers ont pour l'instant été remplacés. Depuis la fermeture des lignes Nantes-Pornic-Saint-Gilles, les travaux de modernisation se poursuivent. C'est la plus grosse opération en cours que l'on a en Pays de la Loire. Et puis des travaux en ligne fermée, donc sans circulation ferroviaire de cette ampleur. C'est la plus grosse opération en ce moment en France.
Arrivée en bout de vie, la ligne Sainte-Pazanne-Saint-Gilles va donc retrouver une seconde jeunesse, avec notamment le remplacement du vieux ballast. Près de 300 ouvriers sont mobilisés pendant 10 mois. On est des équipes qui travaillent un peu partout en France sur les gros chantiers, donc on est 4 mois en Normandie, 4 mois en Auvergne et donc là pendant une bonne dizaine de mois en Vendée. Ils ont reposé des rails, ils ont reposé des traverses, ils sont en train d'enlever le ballast, c'est-à-dire les cailloux, et de remettre des cailloux neufs derrière qui vont pouvoir stabiliser la voie nouvelle. Il y aura plus de trains qui vont circuler plus vite pour des raisons de sécurité. On doit essayer de limiter les franchissements. Donc on utilise aussi cette opération pour à peu près supprimer une dizaine de passages à niveau sur la ligne. Plus de trains à circuler et plus rapides. En effet, les travaux permettront de réduire le temps de parcours de Saint-Gilles à Nantes. Un trajet que l'on pourra désormais parcourir en moins d'1 heure et quart. Avant, les travaux ont circulé à 60 km/h. On va remettre la ligne à 90 km/h au mois de juillet et à 140 km/h au mois de décembre 2015. Cette ligne est fréquentée par des personnes se rendant au travail, mais aussi par les touristes en période estivale. Son ouverture est prévue en juillet 2015. Aménagement toujours avec le réseau de transport d'électricité qui continue là aussi ses travaux avant la mise en service de la nouvelle ligne à 225 000 volts entre le Sud 44 et la Merlatière près des Essarts. Une ligne qui devrait permettre d'alimenter le sud des Pays de la Loire. 38 km de câbles souterrains sont notamment déroulés, dont une partie passe ici à Chauchet. Il faut savoir que depuis 1990 à aujourd'hui, la consommation électrique vendéenne a doublé. Et nous pourrions être l'hiver prochain en particulier, ou les prochains hivers en tous les cas, en difficulté pour l'alimentation électrique vendéenne. Et la Vendée était alimentée, et toujours alimentée actuellement, par deux lignes électriques, une qui vient de Nantes et une qui vient de La Rochelle. Et l'hiver, quand les consommations sont importantes, il y avait un risque, en cas d'avarie ou d'incident sur une des deux lignes, d'avoir des coupures des Vendéens qui seraient privés d'alimentation. Donc RTE a réalisé une troisième alimentation pour permettre de mieux garantir l'alimentation de l'ensemble des Vendéens. On cite souvent la France comme fleuron de la gastronomie, mais allez demander aux apprentis du CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure si c'est vrai. Ils vous diront sûrement que l'inspiration se puise aussi chez nos voisins européens. Le centre de formation reçoit en fait souvent des délégations étrangères. Elle envoie aussi ses propres élèves en stage au-delà des frontières. Grégoire de Châtillon lui revient des tables rondes européennes organisées cette semaine par l'établissement. Tous les 3 ans, le centre de formation des apprentis au métier de la cuisine rassemble ses partenaires européens. C'est l'occasion pour ces futurs cuisiniers d'échanger et aussi de s'ouvrir à la gastronomie de pays voisins. L'objectif étant bien sûr de promouvoir les producteurs et de faire en sorte qu'on se connaisse un peu mieux et qu'on découvre les gastronomies de chaque région européenne. Ça va nous permettre d'enrichir nos connaissances et ça c'est vraiment un point positif dans notre formation. Samy a eu par exemple un vrai coup de cœur pour cette spécialité slovène. Elle est très populaire dans le pays. Alors ce produit m'a vraiment plu par son originalité, parce que je ne pensais vraiment pas qu'on aurait pu faire de l'huile à partir de pépins de courge. C'est un produit très fin et qui peut s'utiliser dans de nombreuses recettes. Ici, vous êtes sur le stand de la Pologne. Jean les fait tous avec beaucoup de curiosité et ça lui donne envie d'être encore plus créatif. Merci. Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris et au niveau de la gastronomie, franchement les Français on est au niveau mais il y a des choses qu'on n'a pas et que ces autres pays justement quand ils sont venus ils m'ont donné de nouvelles choses, ça me donne envie de retravailler la cuisine française. Comme les Italiens, une pâte à crêpes, ils ont réussi à la transformer en mode italienne et franchement ils m'ont donné pas mal d'idées. L'échange des savoir-faire autour des produits des terroirs européens, c'est aussi la convivialité, l'ambiance et la musique avec l'Espagne, venue faire la promotion de son huile d'olive et de ses légumes secs d'appellation contrôlée. Quand on est en groupe, en famille, on se sent bien, on se sent à la maison. Ici en France, on nous traite très bien, on a la confiance, alors ça marche. L'établissement de Saint-Michel-Mont-Mercure compte 180 partenaires européens. Ces apprentis partent alors régulièrement en stage dans toute l'Europe pour poursuivre leur formation.
Et puis l'Europe sans frontières, c'était aussi indirectement le thème de la conférence donnée cette semaine au lycée nature de La Roche-sur-Yon. Jean-Louis Georgelin est intervenu devant les lauréats du concours Bien parler pour réussir autour de la construction d'une Europe de la paix. L'ancien chef d'état-major des armées est aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur. C'était une intervention d'abord pour leur expliquer que l'éloquence est important. Et ensuite, prendre cette occasion pour des jeunes, comme je l'ai dit, qui n'ont pas fait le service militaire, de leur montrer ce qu'était un général, à quoi pouvait servir une armée dans une Europe de paix, mais de paix en trompe-l'œil, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Et en même temps, comme je suis grand chancelier de la Légion d'honneur, leur dire quelques mots sur la Légion d'honneur. Et puis les questions du devoir de mémoire sur le littoral. L'association Grains de mémoire organise cette année toute une série d'hommages aux résistants et déportés des Olonnes. Des hommages un petit peu plus appuyés que d'habitude, évidemment, puisque 2014 marque les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Commémoration de ces femmes et de ces hommes dont les rues olonnaises portent le nom, mais qu'on connaît finalement très peu. On a souvent malheureusement oublié qui ils étaient et ce qu'ils ont fait, et leurs engagements pendant cette seconde guerre mondiale. Certains ont été résistants, d'autres ont été fusillés, d'autres ont été déportés. Ils ont tous évidemment payé leur engagement, mais pour nous, pour que nous soyons libres aujourd'hui, et il est important que nous leur rendons à nouveau hommage en ce 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Image et interview au Sable d'Olonne de notre correspondant Jean-Marie Bidot. 2 mots de sport maintenant, avec d'abord des nouvelles de nos sportifs de Rame Guyane. Souvenez-vous, partis mi-octobre, ils sont désormais quasiment à mi-chemin du parcours. Je vous rappelle que les concurrents rallient à la rame Dakar à Cayenne, de l'autre côté de l'Atlantique. Nos 2 Vendéens, donc Philippe Malapert et Gérard Marie, sont toujours en course, mais vous allez l'entendre, la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Au niveau santé, pas de problème de poignet, mais bon, ça va, tout va bien. À part l'état de la mer qui n'est pas encore très très bon, mais sinon on avance tranquillement. Il y a eu des grains qui se sont baladés, qui m'ont chahuté, un coup de cap nord, un coup de cap sud, un coup de cap ouest. J'en ai profité pour me laver, ça a été super. Je me lave tous les jours au vaporisateur avec un peu d'eau, mais là c'était carrément la bonne douche. C'était comme chez soi. Ça fait du bien. Philippe Malapert est pour l'instant 13e, Gérard Marie 17e. Et puis Lionel Régnier continue d'avaler les 1000. Le skipper vendéen April maintient ce soir sa 24e place dans sa catégorie sur la route du Rhum. Arrivée prévue ce week-end à Pointe-à-Pitre. Un mot maintenant du championnat de France des oiseaux exotiques qui se tient ce week-end à Chantonnay. Une 46e édition qui peut devenir une chouette idée de sortie. D'ailleurs, 3000 oiseaux et 300 éleveurs sont réunis par le club des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques et ça se passe salle du CDE à Chantonnay. Plus sportif, si vous souhaitez faire avancer la recherche contre le cancer tout en faisant du sport, eh bien direction dimanche après-midi la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. La Ligue contre le cancer y organise sa 3e Zumba Pink Party. 400 personnes sont pour l'instant préinscrites. Les fonds iront ensuite à la recherche contre le cancer du sein. On va s'intéresser maintenant au raku nu, une technique de façonnage de la céramique importée de Corée. Une artiste du Nord-Vendée en a récemment fait son métier. Roselyne Montassier-Cormier pratique professionnellement le raku depuis 4 ans. Cyril Guillet. Roselyne Montassier-Cormier façonne la terre pour donner vie à ses personnages. Des femmes aux lignes claires et épurées qu'elle fait naître par petites touches entre ses mains. Un instant crucial dans son processus de création, car c'est à ce moment précis que les expressions sont données à ce qui n'est encore qu'un morceau de terre humide. Pour l'instant, voilà, elle est figée, elle a les traits juste au bon endroit, mais c'est tout, elle est figée, aucune expression. Et après, il va falloir que je la travaille pour lui donner du charme, une expression de visage et une personnalité. Et pour réaliser un de ces personnages, une semaine de travail sera nécessaire sans compter le temps de cuisson. Car après avoir modelé et poli une première fois la figurine, une enveloppe de porcelaine blanche avec des oxydes métalliques naturels y est déposée délicatement au pinceau. Une fois cette première étape terminée, la pièce est cuite une première fois au four électrique à 995 degrés.
Mon ragoût nu est très particulier puisqu'en fait les céramistes, normalement, ils utilisent un grès sans le recouvrir de porcelaine. Donc moi en fait j'ai doublé la difficulté puisque je recouvre de porcelaine. Mais ça me permet d'avoir un ragoût nu très blanc, très transparent, qui a la capacité d'absorber la lumière. Sortie de la première cuisson, une protection est posée pour que l'émail qui viendra recouvrir l'ensemble du personnage ne colle pas au tesson et se retire facilement. Elle est émaillée, elle est prête à aller dans le four à gaz. Elle va être montée en température, la température ambiante à 940 degrés en environ une demi-heure. Puis elle va être sortie brutalement et c'est donc là qu'il y a la cuisson ragoût proprement dite. Il y aura le choc thermique. Car c'est en sortant la pièce du four à gaz et en la plongeant directement dans ce bac de sciure de bois que le choc thermique se crée. La dernière couche d'émail se décolle du tesson et laisse apparaître l'enfumage qui a marqué la sous-couche et donne cet effet craquelé inimitable du ragoût nu. Il aura fallu du temps et beaucoup de casse à Roselyne Montassier-Cormier pour mettre au point sa technique, mais aujourd'hui, elle en maîtrise toutes les étapes. Elle n'est pas cassée. Et l'artiste présente ses œuvres ce week-end à la Chaise-le-Vicomte dans le cadre de Bel-Art à Bel-Air. Elle propose aussi des stages pour les débutants et confirmés. Le temps de votre week-end est bien que de l'incertain, malheureusement, notamment demain, avec un front de perturbation dont on n'arrive pas vraiment à savoir s'il touchera terre ou s'il restera en mer. Seule certitude, il devrait faire particulièrement doux. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est lundi, même heure, avec Edwige Richard. Quant à nous, eh bien, certains jolis événements de la vie font qu'on doit parfois prendre un petit peu de recul pendant un petit moment, et c'est mon cas. Je vous souhaite donc à tous en avance de très joyeuses fêtes de fin d'année, et on se retrouve en 2015. Très bon week-end à tous.